Le kiosque d'Europe 1 est ouvert avec nos chroniqueurs. Un collab sur les histoires d'actualité du jour. Anne Vernuccio a feuilleté la presse régionale. Samuel Etienne traduit la presse internationale. Je crois que c'est Aude. Aude. Anne, c'est joli aussi, mais je J'ai crois que dit c'est Anne. C'est très joli, Anne. Anne. Aude Vernuccio. Je la voyais On va y arriver. s'offusquer sans oser c'est rien ça, dire. oui, absolument. C'est Samuel Etienne. Ah bah Oui, voilà. Je suis désolé, Vous m'avez fait Patrick. déraper, Je suis Samuel. désolé de vous avoir troublé. La presse internationale, Emmanuel Dutheil a analysé les unes de l'économie et Guillaume Janton scrutait les programmes télé pour vous. Bonjour donc à vous. Bonjour Patrick. Michel. Et on commence avec vos quotidiens nationaux et un petit air de rentrée dans le Figaro et le même refrain qu'avant les vacances, croissance, budget et agriculteurs. Ce sont les défis en vue. Hollande et Valls affrontent une rentrée semée d'embûches, titre le journal. Et dans son éditorial, Yves Tréhard d'enfoncer le clou, le fameux cap de Michel Sapin n'est pas celui de Bonne-Espérance, allusion à la croissance en berne au deuxième trimestre. Illustration de cette reprise qui patine, des bulldozers à l'arrêt en une de l'Opinion, état d'urgence lancé dans le secteur de la construction. Les travaux publics sont frappés par la baisse des dotations aux collectivités locales et les investisseurs tardent à revenir dans le bâtiment. Résultat, près de 50 000 emplois ont été perdus en un an. Faute de croissance et de perspectives économiques nouvelles, Libération ouvre un dossier ce matin. Et si on lançait le revenu universel, travailler un peu, beaucoup, pas du tout. Sous ce titre, Libé nous détaille donc cette idée d'une rente versée à chaque citoyen, de sa naissance à sa mort et sans condition. Ce serait une réponse au chômage de masse, mais aussi une philosophie de vie. Plusieurs pays envisagent de l'expérimenter à petite échelle, comme la ville d'Utrecht aux Pays-Bas. Évidemment, cette belle intention sur le papier de lutte contre la grande pauvreté se heurte au financement. Et là, il y a débat entre les anticapitalistes qui voudraient une taxe sur les transactions financières et puis les libéraux qui souhaiteraient mettre un terme au millefeuille des aides en tout genre et tout regrouper sous cette allocation de revenu universel. À la une donc des régions Aude Vernuccio, quelle histoire Aude a retenu votre attention ce matin? Alors c'est un titre à la une de Midi Libre ce matin. Unis face au coup de pompe. À La Salle, une petite commune des Cévennes, 1000 habitants se cotisent pour sauver leur station essence menacée de fermeture. Solidarité incroyable, ils ont récolté 80 000 euros. En fait, il y a 2 ans, l'affaire avait déjà été rachetée par un habitant. Jeannot Costa, le bon samaritain du village, y avait mis toutes ses économies, même celles de ses enfants. Sauf qu'il y a quelques mois, nouveau coup de massue. L'État lui demande de mettre aux normes ses installations et évidemment impossible pour lui de sortir ses 150 000 euros de la caisse. Oui, et les habitants ont donc mis la main au portefeuille puisqu'il s'agit de la seule station essence de la commune. Et oui, et les commerçants en particulier l'ont bien compris. Plus de pompe à essence, cela veut dire moins de clients dans les magasins du village, les boulangeries, les épiceries, mais plus dans les grandes surfaces où ils iront s'approvisionner en carburant. Ensuite, les habitants n'ont pas forcément envie de faire une demi-heure de route en plus. Quand le garage avait fermé ses portes il y a 2 ans, les familles, les personnes âgées, même les élus de la mairie, devaient se lever une bonne heure plus tôt le matin, armés de leur bidon d'essence. Mais rien n'est encore gagné. Il manque 70 000 euros à la cagnotte pour commencer les travaux. Ah, 70 000 euros, effectivement, c'est encore une belle somme quoi, Oui. pour y réussir. Merci Aude Vernuccio. La presse internationale avec vous, Samuel Etienne. Ouais, Patrick, Samuel. C'est ça marche. Nous allons en Allemagne où se produit ce phénomène très très étrange. Là-bas, certains citoyens passent leur carte d'identité au micro-ondes. Est-ce que quelqu'un devine pourquoi? Sauf Patrick, parce que Patrick, je lui ai déjà un peu raconté l'histoire. Parce qu'il la mange. Non, ça aurait pu, mais non, ça n'est pas ça. Il y aura une question d'onde, j'imagine, mais... Eh ben, pas tout à fait. C'est le Washington Post qui relate l'affaire ainsi que le site d'information Slate. Il y a quelques jours, un Allemand a été arrêté à l'aéroport de Francfort. Ses papiers étaient en règle, sauf qu'il les avait passés au micro-ondes. Pourquoi? Eh bien, pour mettre hors service la puce électronique intégrée aux cartes d'identité allemandes depuis 2010, craignant qu'elle menace sa vie privée et notamment que les services de l'État puissent le suivre à la trace s'ils le souhaitaient. Et que s'est-il passé ensuite pour ce voyageur? Eh bien, Patrick, il risque une amende, voire une peine de prison, car selon la loi allemande, les documents d'identité sont la propriété de l'État, mais il n'est pas le seul à avoir agi ainsi. Le Washington Post rapporte ainsi avoir trouvé plusieurs tutoriels, vous savez, sur Internet, d'Allemands montrant dans le détail comment détruire sa puce. Alors, il y a la technique du micro-ondes, mais la casserole d'eau bouillante, ça marche
très bien aussi. Oui. Et en France, où en est-on de la carte électronique ? Eh bien, conçue pour lutter contre la fraude d'identité, le terrorisme également, mais aussi pour simplifier les procédures administratives et commerciales sur Internet, elle devrait déjà être mise en circulation en fait dans notre pays, puisqu'elle a été adoptée par l'Assemblée et par le Sénat en 2011, mais elle a été censurée par le Conseil constitutionnel, justement au nom de la protection de la vie privée. Depuis, aucun gouvernement n'a relancé ce débat sur cette carte d'identité électronique qui n'a donc toujours pas été lancée. Et puis, si jamais elle est malgré tout imposée, il reste le micro-ondes. Le micro-ondes, effectivement, pourquoi pas. C'est une solution. Merci Samuel Etienne. On va rester en cuisine, tenez, justement avec vous, Emmanuel Dutheil. Je ne sais pas si ça fera plaisir à tous les gastronomes. Moi, je vais vous parler d'une révolution. Aux États-Unis, Pepsi a décidé d'enlever depuis quelques jours l'aspartame de son Pepsi Max, c'est-à-dire de sa version sans sucre. L'aspartame, c'est un édulcorant artificiel qui donne justement cette impression de sucre. Vous pouvez en retrouver un peu partout, notamment dans le Coca Light, le grand concurrent du Pepsi Max. Et pourquoi, Emmanuel, Pepsi a pris une telle décision ? Eh bien, c'est pour tenter de redresser les ventes de son Pepsi Max. C'est un coup clairement marketing. Selon Pepsi, certains clients abandonneraient en ce moment les produits light, notamment à cause de l'aspartame que certains considéreraient comme possiblement cancérigène. Pepsi a donc décidé, à grand renfort de pub, de remplacer l'aspartame par un autre édulcorant qui ferait moins peur. Il s'agit du sucralose. Ce changement a lieu uniquement aux États-Unis et selon Pepsi, c'est quand même le plus important, ça ne changerait pas le goût du Pepsi Max. Le sucralose. Et donc, Emmanuel, les ventes de soda ont du mal aux États-Unis alors ? Oui, c'est en effet un phénomène que l'on observe maintenant depuis quelques années là-bas. Il y a une recherche de produits plus naturels. Les consommateurs se détournent de plus en plus des sodas pour des problématiques de santé, notamment d'obésité. Comme le rappellent ce matin les Échos, l'an dernier, les ventes d'eau en bouteille ont progressé de 7% aux États-Unis, tandis que celles de soda reculaient d'1%. Il s'agissait de la 10e année de baisse selon l'Institut Beverage Marketing. Et les Échos d'ajouter que selon cet institut, les ventes d'eau pourraient même dépasser celles de soda dès 2017. Ce serait quand même un événement dans un pays comme les États-Unis. La campagne contre l'aspartame explique également en partie cette chute. Et c'est pour cela que des géants comme Pepsi ou Coca innovent pour garder leurs clients. Coca a lancé de son côté ces derniers mois le Coca Life, là cette fois à base de stevia, un édulcorant qui séduit également de plus en plus. Je sais pas si qui donne un petit goût quand même. C'est pas tout à fait le même goût. Pas tout à fait la même chose. Tout le monde est au courant de cette bouteille verte pour ceux qui vont de temps en temps faire leurs courses au supermarché et acheter du Coca. Non, visiblement, ils vont pas faire leurs courses, nos chroniqueurs. Si, mais moi, je n'arrive pas à étonné. sentir bien les différences de goût entre tous ces Coca. Alors, je sais que les puristes, avec stevia, on ressent quand moi, même. je sens pas bien, mais je dois avoir un palais pas trop fin. Ouais, la stevia et le light, il y a quand même une différence. Il y a plus de sucre en tant que tel, il y a plus de calories. Allez, vous vous êtes donné le mot visiblement ce matin, puisque Guillaume Janton, vous nous invitez, vous, à regarder la télévision pour la cuisine au beurre ce soir sur Absolument, France 3, je préfère le gras, moi. Bourvil et Fernandel. Alors nous sommes à Marty, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, et après avoir passé 14 ans en captivité à l'étranger, Fernand Jouvin, un restaurateur incarné par Fernandel, retourne dans sa Provence natale avec une seule idée en tête, retrouver les deux passions qui l'animent, des passions dont il aime parler dès qu'il en a l'occasion. Ça c'est ma femme. Et ça c'est mon restaurant. Oh là là. À la vraie bouillabaisse. Le problème, c'est que durant son absence, tout le monde le croyait mort. Du coup, les choses ont un peu changé. Son restaurant typiquement provençal est devenu un restaurant normand. Et quand il demande des nouvelles de sa femme à Bourvil, le nouveau patron de l'établissement, là encore, mauvaise nouvelle. Sa femme, vous savez pas ce qu'elle est devenue. Sa femme ? Ah, maintenant sa femme, c'est la mienne. Alors vous allez me dire que le pire dans cette histoire, c'est quand même que cet homme se soit fait piquer sa femme, n'est-ce pas Samuel ? Bien sûr, un peu de soutien. Bien sûr. Eh bien pas pour lui. Non, pour lui le pire, c'est la nouvelle carte du restaurant qui n'est pas cuisiné à l'huile. Tout le menu est au beurre, broché beurre blanc, rail au beurre noir, escalope beurre noisette. Dites, mais l'huile ici, vous la mettez dans les moteurs d'automobile, non ? Et c'est le début d'une bataille sans merci entre Bourvil et Fernandel, alias André Colombet et Fernand Jouvin. Alors vous avez déjà entendu des échanges tendus en politique entre la droite et la gauche, mais ça n'est rien à côté des disputes de ce film entre l'école de la cuisine à l'huile et l'école de la cuisine au beurre. Qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine avec ton huile ? Mais tu se crois tout permis ici ? Tout lui appartient à ma cuisine, ma femme, et quoi encore ? Une femme, ça se partage pas, d'accord, mais une cuisine, il y a la place pour deux, non ? Ah, mais c'est ce qui te trompe, j'ai même plus le droit de faire une omelette à l'huile.
Bref, huile ou beurre, quel que soit votre camp, avec Bourvil et Fernandel, vous allez vous poêler. Excellent. Ouverture de la cuisine ce soir à 20h50 sur France 3. C'est très très bon ça. Joli. C'est bon ça. Merci à tous. Et rideau sur le kiosque de la cuisine ce matin. Europe 1, 7h23.